Donc Anne-Sophie, je te laisserai te présenter. Parce que là, on a fait un tour d'horizon des travailler ensemble au niveau français, sur le territoire. Florent a abordé un peu la dimension européenne et justement maintenant c'est travailler ensemble sur la dimension européenne et donc notamment on a un nouvel EDIH. Donc, vous êtes tous effectivement ravis d'apprendre qu'il y a un nouvel EDIH. Donc Anne-Sophie va nous donner l'acronyme et en quoi ça peut nous aider, en quoi ça consiste. Bonjour à tous. Anne-Sophie Coléo, j'ai rejoint le campus cyber en janvier cette année pour un nouveau projet européen, EDIH pour European Digital Innovation Hub. Et je vais vous expliquer à travers quelques chiffres préliminaires pourquoi est-ce qu'on a l'Europe s'est saisie de cette problématique d'assurer la montée en maturité cyber des PME. 3 chiffres importants à retenir. 120 000 €, c'est le coût déclaré aux assureurs par les PME qui ont subi une cyberattaque en 2022. 73% des PME qui ont été attaquées déposent le bilan dans les 3 ans qui suivent. Et le 3e chiffre important à retenir, c'est que 70% des intrusions dans le système d'information d'une entreprise sont dues à une action humaine d'un membre de l'entreprise. Donc on peut se poser la question, pourquoi malgré le fait que tout le monde soit au courant que la cybersécurité c'est important, et je pourrais faire le parallèle avec une politique publique que j'ai pu porter par ailleurs, c'est l'intelligence économique. C'est important, il faut s'en saisir, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place les solutions? Une PME, elle a plusieurs raisons. La première, c'est par où commencer. C'est un sujet pour geek à capuche dans une cave, l'un de vous l'a dit tout à l'heure. Moi, je suis très loin de ce secteur d'activité, donc finalement, ça ne me concerne pas. Deuxième raison, c'est à qui faire confiance, ce qu'on appelle aussi le syndrome du garagiste. J'ai besoin d'une pièce, mais si je vais faire constater que j'ai un souci sur ma voiture, est-ce qu'on ne va pas essayer de me vendre des choses dont je n'ai pas besoin et finalement dépenser des sommes et des sommes que je pourrais allouer ailleurs? La 3e raison, c'est la ressource, à la fois financière et humaine. Une PME, elle travaille sur beaucoup de sujets en même temps. Un patron de PME, il est à la fois le DAF, le RH, le patron, le business developer. Et allouer encore un peu de son temps disponible sur le sujet de la cyber, c'est souvent compliqué. Et la ressource financière, j'en ai parlé. Donc toutes ces raisons, on pourrait étoffer la liste, mais je n'aurai pas assez de temps pour en parler. Mais le problème, il se situe aussi du côté des offreurs. Comment est-ce qu'on fait pour sortir une offre aujourd'hui, lorsqu'on est un offreur de solutions de cybersécurité, de formation, à un prix auquel le marché est prêt à répondre? Dit autrement, les PME, elles ont besoin d'une relation interpersonnelle. Un patron de PME, il a besoin d'avoir quelqu'un en face de lui qui lui explique, qui lui vulgarise le sujet de la cybersécurité, qui lui explique juste quel est son besoin et en quoi il peut y répondre. Donc la confiance, la relation et la proximité. Et pour assurer ces trois piliers, ça demanderait un effort de prospection commerciale qu'aujourd'hui les offreurs ne sont pas en capacité d'offrir pour sortir un prix, une solution à un prix acceptable par les PME. Donc la justification pourquoi l'Europe s'est saisie de ce problème, c'est qu'il faut assurer la montée en maturité des PME, ça c'est une évidence, et il faut faire rencontrer ces deux mondes. Et la rencontre de ces deux mondes, c'est un EDIH, au cours duquel on va expérimenter des choses, et j'y reviendrai sans doute après, et assurer ce go-between. Il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est un EDIH, et particulièrement Cybia, que je représente aujourd'hui, qui est l'EDIH porté par le campus cyber pour la région Île-de-France, c'est devenir le personnel cyber-shopper de confiance et de proximité pour les PME. Donc on rappelle bien, donc, effectivement, au niveau de l'Île-de-France, donc là c'est effectivement une présentation de pourquoi ce DIH, et en préparant la table ronde, en fait il y a une remarque qui revient facilement. L'Europe c'est super, ça apporte plein de choses, mais en même temps c'est tellement loin, donc si on raisonne un petit peu dans ce sens-là, comment est-ce que voilà, sur le pratico-pratique, ça va descendre au sein des PME? Déjà, premier point que je n'ai pas dit, c'est qu'on a une subvention européenne. Donc l'Europe a mis de l'argent sur la table pour pouvoir assurer cette montée en maturité. Elle l'assure de deux manières, via le fonds Digital Europe, mais via aussi le fonds FEDER et le soutien de la région Île-de-France. En tout cas pour notre cas
notre projet EDIH. Donc le premier bénéfice pour la France, c'est le subventionnement de l'Europe. J'y vois deux approches. À la fois un bénéfice pour les offreurs, parce que ça leur permet de mieux comprendre le marché des PME, d'adapter leur technologie, leurs solutions au plus près du besoin, et du coup d'être financés pour développer ces nouvelles fonctionnalités. Et pour les PME, c'est bien sûr la montée en maturité. En France, on a été 16 EDIH à obtenir le grant de la Commission européenne. Et au niveau européen, on est à peu près 200 aujourd'hui. Donc là aussi, il y a une dimension. On a un marché qui est local, de proximité, et c'est celui qu'on va adresser via les EDIH. Une collaboration entre DIH français, nous sommes 16, et une collaboration également au niveau européen sur tout le réseau des EDIH. Donc pour les offreurs, c'est également et là je pense qu'on est pleinement dans le rôle du campus cyber, c'est permettre le rayonnement de nos solutions et de nos services françaises au niveau européen. Et pour les PME, c'est une manière d'assurer de manière pérenne leur business. Si l'écosystème de votre entreprise a confiance en vous parce que vous êtes monté en maturité sur votre digitalisation et votre cybersécurité de manière plus précise, c'est également un gage de pérennité et de durabilité de votre activité. Et on s'inscrit pleinement dans la démarche de NIS 2. Voilà, exactement, parce que NIS 2, donc peut-être un petit mot juste vraiment très bref sur NIS 2, juste comprendre que c'est un règlement européen qui viendra avec des déclinaisons françaises, mais qu'en tous les cas, c'est un terrain de jeu balisé aussi pour les entreprises françaises qui répondent aux besoins français. Ça peut évidemment servir pour l'exportation. Tout à fait. Tu rappelles juste NIS 2, ce que ça fait, ou le nom de la réglementation? Tu t'en charges, Florent? Top, on passe à Florent alors. Donc là, la transition est naturelle. On vient de parler effectivement des innovations technologiques, du besoin des clients. Donc toi, dans ta stratégie, tu as la double casquette, à la fois effectivement répondre aux besoins des offreurs et renforcer la protection des PME. Du coup, voilà, c'est quoi les sujets de l'État et de la stratégie d'accélération sur ce point? Donc il y a vraiment ces deux aspects-là, ces deux versants. On va parler un petit peu d'offres et un petit peu de demande. Mais je veux commencer peut-être par cette notion qu'il y a effectivement une réglementation qui arrive, d'accord, qui est la directive NIS 2, qui fait suite à la directive NIS. La directive NIS, vous la connaissez peut-être sous le nom de la loi sur les OIV-OSE. D'accord, donc vous avez peut-être entendu parler ces quelques dernières années, la LPM. Et donc du coup, NIS 2, c'est la continuation de ça. C'est l'extension des obligations qui sont posées en termes de cybersécurité sur le tissu, sur certains secteurs industriels français, et l'extension de ces obligations-là de à peu près quelques centaines de bénéficiaires de ces obligations-là à quelques dizaines de milliers. D'accord, donc c'est une extension significative du scope des demandes de mise en sécurité qui sont portées sur les entreprises françaises. Ça, c'est important. Donc, parmi les demandes et parmi les exigences, il y a des choses comme celles qui ont été rappelées par Jacques tout à l'heure, typiquement de correctement savoir instrumenter son réseau, son système, d'accord, pour pouvoir détecter des attaques, pour pouvoir remonter et partager les informations, peut-être certainement pas à tout le monde, mais refaire ce retour d'expérience. Et puis, il y a en plus de ça, un aspect sanction qui est que si on ne le fait pas, ça se passe potentiellement mal d'un point de vue législatif, y compris en termes de sanctions financières. Et donc NIS 2 arrivant, donc NIS 2 a été approuvée, d'accord. Maintenant, elle est dans cette phase de déclinaison législative. Elle devrait arriver avant le milieu de l'année prochaine sous forme de déclinaison législative française. Et donc, et d'ailleurs, juste pour finir sur NIS 2, il y a une consultation qui est en train d'être lancée sur le sujet par l'État français et par le biais des équipes de l'ANSSI pour pouvoir recueillir de la part de l'écosystème français leur retour, leur desiderata, d'accord, que ce soit en positif ou en négatif sur leurs craintes, mais aussi leurs espoirs sur cette loi-là. Et elle est bien porteuse de crainte et d'espoir. D'accord, la crainte et le risque, c'est que ces sanctions réglementaires-là, si on n'est pas prêt à y répondre, eh ben, le tissu industriel français, et en particulier les PME qui sont dans la chaîne d'approvisionnement des grands groupes, des grandes installations, des grandes infrastructures, vont subir de plein fouet l'application réglementaire de cette loi et donc les conséquences négatives si jamais ils ne sont pas capables de monter en niveau de sécurité, de maturité cyber.
Et donc là, évidemment, ça c'est le bâton. En face de ça, on a un choix délibéré de l'État français de mettre une carotte, c'est un accompagnement, en disant on sait que ça va être dur, on sait que ça va être potentiellement être stressant pour vous, pour toutes les raisons qu'a bien souligné Anne-Sophie tout à l'heure en termes de difficulté d'adoption de la cybersécurité par des petites structures. Et donc du coup, on va vous aider. Et on va vous aider d'abord en mettant à votre disposition un certain nombre de dispositifs. On peut discuter sur le fait qu'il y en a beaucoup, mais de mon point de vue, on n'en a pas encore assez, de certaine manière. On a beaucoup de travail devant nous, donc c'est bien d'en avoir plusieurs, qui permettent ces dispositifs pour les PME en général, pas que les PME de la cyber, d'abord de diagnostiquer où ils en sont, de mieux comprendre, y compris dans une relation humaine, et j'ai bien aimé ça dans ta présentation, dans une relation humaine et de confiance, où est-ce qu'on en est, c'est quoi le diagnostic, quels sont les problèmes, et puis ensuite, face à ce diagnostic-là, une liste de priorisation, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on priorise notre plan de réponse face à ça, et comment est-ce qu'on est accompagné, y compris par l'État français, sur le modèle de ce qui a été fait dans le cadre du plan de relance il y a quelques années, dans l'achat et la mise en commun d'achat, qui permettent d'équiper et de répondre aux contraintes qu'on a en termes de cybersécurité. Ça, c'est la partie contrainte, c'est la partie carotte et c'est la partie demande. Ça, il faut équiper les gens, qui en ont besoin. Il y a aussi une partie offre, en cybersécurité, c'est-à-dire que équiper une PME, c'est pas la même chose qu'équiper un grand groupe du CAC 40. Équiper une PME, ça veut dire disposer d'outils, ça veut dire disposer de méthodologies, ça veut dire disposer d'équipes qui ont une façon d'interagir qui est un petit peu différente, qui peut être adaptée parfois, mais qui est un petit peu, voire des fois fondamentalement différente de la façon dont on interagit avec un grand groupe qui a des équipes, un RSSI de un ou voire plusieurs RSSI, une structuration qui est un petit peu différente. Et donc les solutions technologiques qu'il faut qu'on mette en face de ça, sont elles aussi potentiellement très innovantes. Ça veut dire comment je peux faire de la cyber quand j'ai, y compris un chef d'entreprise qui lui-même joue le rôle de RSSI à temps partiel et à temps des fois très partiel. Et comment est-ce que je peux lui donner des outils, des moyens, des approches qui lui permettent de répondre à cette question-là sans être dédié à temps plein sur le sujet et de comprendre et de maîtriser, pour revenir à cette histoire de maîtrise dont je parlais au début de notre intervention. Comment est-ce que je fais pour maîtriser ma transition numérique dans ce cadre-là? Et là-dessus, il y a un certain nombre de travaux qui sont lancés, en particulier dans le cadre du grand défi cyber, en particulier dans sa tranche 2 du grand défi, avec plusieurs des lauréats de la tranche 2 qui s'intéressent et qui travaillent sur le sujet de l'accompagnement et l'aide aux PME. Voilà. Oui, effectivement. Il y a eu déjà des appels à projets lancés. Il y en aura d'autres justement sur segments particuliers, donc des PME avec des offres dédiées, un sujet très important.